Israël a droit à sa sécurité. Israël peut se défendre si il est attaqué. Et en même temps, Israël doit avoir de la retenue. Israël a droit à sa sécurité. En tout cas, les bombardements sur la bande de Gaza attisent la curiosité. Ces résidents israéliens ont organisé une journée pique-nique. Destination 7 collines avec vue plongeante sur les territoires bombardés. Je suis venu voir Gaza, les attaques aériennes, voir nos avions, pour me divertir un peu en ce jour de Shabbat. Israël a droit à sa sécurité. Sous une chaleur écrasante, un groupe d'enfants joue sur la digue quand soudain, un obus tiré depuis un navire touche une cabane de pêcheurs. Les enfants effrayés courent vers la plage. C'est alors qu'un second obus les atteint. Israël a droit à sa sécurité. Le président de la République a eu ce soir un entretien téléphonique avec le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou. Il lui a exprimé la solidarité de la France face aux tirs de roquettes en provenance de Gaza. Il lui a rappelé que la France condamne fermement ces agressions. Il appartient au gouvernement israélien de prendre toutes les mesures pour protéger sa population face aux menaces. Le président de la République rappelle la nécessité de prévenir l'escalade des violences. J'aimerais commencer par une question d'actualité. Depuis un jour ou deux, l'hostilité a cessé. Est-ce que c'est une trêve? Est-ce que ça peut se transformer par un processus de paix? Ou est-ce qu'on aura à attendre encore à une guerre plus prolongée? Si on peut un petit peu nous éclairer sur cet aspect-là, et après on prendra peut-être les autres aspects. On ne présente pas Christiane Hessel, on la remercie d'être parmi nous. Et désolé pour cette interruption. Bien. Anis, je vous disais, donc, je suis un diplomate français depuis plus de 30 ans. J'ai servi à 2 reprises à Jérusalem. La première fois au début de la deuxième intifada, entre 2000 et 2002. Et la deuxième fois en tant que conseiller politique du représentant du quartet entre 2007 et 2010. Donc la question palestinienne, je la suis depuis quasiment tout le temps, parce que c'est un sujet qui, appartenant au corps d'Orient, fait partie de notre trame principale au départ. Et donc j'ai une connaissance assez, par la pratique de mon métier, assez... je dirais approfondie, sans parler d'expertise, mais proche dans le détail, aussi bien de traiter avec les Palestiniens, de l'autorité palestinienne, de l'OLP, que du Hamas, que des différents gouvernements travaillistes ou Likoud. Et donc c'est un peu cette expérience que je voudrais partager avec vous, et simplement vous donner un peu l'opinion que j'ai de la façon où nous sommes aujourd'hui, vers quoi on va, pour répondre à votre question. Donc ça fait 24 heures maintenant qu'on parle d'un cessez-le-feu. Il y a les Américains qui ont été impliqués, les Israéliens ont envoyé une délégation au Caire, les Palestiniens aussi bien du djihad islamique que du Hamas que de l'autorité palestinienne. Donc on a les éléments qui font qu'aujourd'hui on ne peut que se féliciter que cette guerre qui a démarré depuis bientôt un mois, ces bombardements sur Gaza, se soit arrêtés. Mais vers quoi on va, on ne peut pas le savoir. Ce que je suis obligé de constater, c'est que ce que l'on voit aujourd'hui, chacune des interventions israéliennes a fini par un cessez-le-feu
qui a plus ou moins duré et qui a redémarré avec une autre guerre. Que ce soit en 2008-2009 ou que ce soit en 2012. 2006. 2006, c'était plutôt au Liban. Mais non, Gaza n'était pas bien. Gaza. Gaza était, mais c'était secondaire. C'était l'intervention principale, c'était sur le Liban. Mais donc, dans ces différentes phases, il y a toujours eu une suspension des hostilités. Ce qui fait que souvent, on a tendance à croire que la suspension des hostilités va mener vers quelque chose. J'étais dans la délégation qui a mené Tony Blair à Annapolis, lorsque c'était la fin de la transition entre l'autorité palestinienne et la scission de l'autorité palestinienne de Hamas, et qui a mené vers la conférence d'Annapolis et vers la conférence de Paris. À cette époque-là, l'instruction qui a été donnée par le président Bush, qui était à la fin de son deuxième mandat, et il n'y a pas de hasard, le président Clinton c'était la fin de son deuxième mandat, Monsieur Bush c'était la fin de son deuxième mandat, et avec Obama on est au deuxième mandat. C'est là où on peut éventuellement faire des choses. Mais on s'aperçoit vite que, quelle que soit la volonté, y compris de la communauté internationale, les choses ne vont pas là où on veut. Je reprends l'exemple de Annapolis, puisque j'y ai participé à la conférence de Paris par la suite. Quelle était l'idée? Il devait avoir un État palestinien en décembre 2008. C'était la fin du mandat du président Bush, et c'était l'instruction qu'il avait donnée à toutes les parties, avec instruction de faire. Et donc, du côté américain, qui étaient eux les principaux acteurs sous la tutelle du quartet, il y avait donc Condi Rice, le ministre des Affaires étrangères, la secrétaire d'État des Affaires étrangères, qui devait, elle, s'occuper de la négociation politique. Il y avait le général Dayton, qui devait assurer la transition des affaires de sécurité, des transitions de prise de contrôle des zones territoriales qui étaient sous l'autorité palestinienne, avec une sécurité palestinienne pure. Et il y avait aussi Tony Blair qui devait lui participer à la construction des institutions de l'État. Et pour mettre en œuvre ça, on a décidé d'appeler la conférence de Paris, pour laquelle on avait fait un plan avec des phases de développement de ce qui allait être mis en place, un plan triannuel. Et je me souviens à l'époque, on avait accompagné le président Fayyad, on avait préparé le plan, la vision que l'autorité palestinienne avait de ce qui allait se faire en 3 ans, et on espérait pouvoir glaner 4,8 milliards de dollars, ce qui était énorme à l'époque. Et vous savez qu'en cette conférence, on a obtenu 7 milliards. C'est de dire à quel point la communauté internationale croyait vraiment que quelque chose allait se passer. Et qu'est-ce qu'on a vu très rapidement? Premièrement, les déboursements ne sont pas arrivés. Les États qui ont promis de donner de l'argent n'ont pas mis l'argent en place. Et petit à petit, on a commencé à sentir des tensions à l'intérieur de l'autorité palestinienne pour le contrôle de cette manne soudaine de la mise en place de ce plan. Donc aujourd'hui, si je suis obligé de dire que cette volonté de cesser le feu, évidemment, les Américains disent il faut que maintenant on arrive à un processus qui enclenche sur la paix. Ce que je crains, c'est que depuis 20 ans maintenant, je suis tout à fait d'accord avec Yael, le maintien du processus est presque plus important que le but final du processus. Enfin, ça fait, comme tu disais, ça fait 23 ans, puisque la conférence de Madrid, c'était mai 91, depuis cette date-là, on passe notre temps à avoir des échéances qu'on ne respecte pas. 93, on devait avoir un État quelques temps après, on est à plus de 20 ans après, il n'y a rien. Il n'y a même pas un début de processus. Mais ce qu'il y a de plus grave encore, c'est que entre 2000 et 2002, lors du début de la deuxième intifada, il y avait déjà des mises en place de projets institutionnels, réforme du système judiciaire palestinien à Gaza, réforme du système sécuritaire. Il y avait énormément d'institutions qui avaient commencé à être mises en place. Il y avait un aéroport, il y avait un bureau d'études pour un aéroport, il y avait un port pour un aéroport. Tout ça a été détruit, complètement détruit. On avait fait, à l'époque j'étais au consulat général de France, on avait fait avec les Européens une étude pour calculer ce que ça avait, le coût de ce qui avait été détruit. C'était 1,2 milliard de dollars à l'époque. Bien, et tout ça a été reconstruit ultérieurement, a été redétruit une nouvelle fois. Aujourd'hui, en l'espace d'un mois, on a eu plus de 2000 morts, plus de 10 000 blessés, ou pas loin de 10 000 blessés, et des pertes qui sont estimées, je n'ai pas de chiffres, mais je rapporte ce que la presse et les différentes organisations des Nations Unies rapportent, moi c'est pas la presse, c'est les organisations, mes interlocuteurs des Nations Unies qui me le disent, on est à des pertes à peu près de 5 milliards de dollars. Est-ce que vous pouvez concevoir comment la communauté internationale, dans la situation économique et financière dans laquelle les pays donateurs sont,
vont devoir reconstruire, vont devoir reparticiper pour construire tout ça, dans un état où rien nous garantit que ça ne va pas être détruit de nouveau. Donc c'est ce que je reviens à l'idée de processus qui est lui en tant que tel, qui mène je dirais, à s'auto-alimenter sans que ça débouche vers quelque chose. Parce que quand on reprend à dire quels sont les objectifs militaires de cette dernière opération, c'était la destruction des tunnels, c'était éliminer le Hamas et tout, c'est quelque part qu'il n'y a pas de place pour un interlocuteur. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche des garanties à simplement ceux qui vont essayer d'empêcher, de faire en sorte qu'on puisse rentrer dans un mécanisme dans lequel il y aura de nouveau des roquettes qui vont partir de Hamas pour justifier l'explication d'une entrée en guerre d'Israël. Et ce n'est pas à proprement parler une guerre, c'est tellement dissymétrique que la force est utilisée par simplement une partie. Quand je vois la manipulation de l'information, quand on dit on les avertit, on les envoie des SMS et tout ça, écoutez, quand vous êtes enfermé, et il faut ne pas être allé à Gaza pour voir, c'est une des régions les plus denses du monde. Je vais partager avec vous un sentiment personnel, quelque chose qui mettra encore plus de 10 ans après l'avoir vécu. Je suis allé à Gaza en janvier-février 2002, 3 semaines après un bombardement intensif. Je peux vous assurer que jusqu'à maintenant, je sens l'odeur des corps en décomposition. Rien que d'y penser, ça pèse. Et c'est pas possible de faire autrement. Ça veut dire qu'il fait chaud, on est en plein été, et ces gens-là n'ont pas les moyens techniques pour aller sortir des corps. Donc on rentre dans cette idée de ce que, je dirais, il n'y a que la violence. Pour un diplomate, c'est l'horreur absolue. Ça veut dire qu'un diplomate, c'est l'échec de la diplomatie. Et qu'on le veuille ou pas, je reviens à l'argument utilisé par Yael, la communauté internationale, oui, on a essayé de faire, mais aujourd'hui, puisque c'est la position de la politique française, on est totalement absent. Non, mais la communauté internationale n'a jamais vraiment essayé à faire quelque chose. Ça veut dire que la communauté internationale, on a toujours dans ce cadre des processus de paix, mais on n'a jamais demandé d'Israël d'avoir des standards internationaux. Et c'est ici le problème. Parce qu'on donne quelques... à Annapolis, c'était une exception, mais à la fin, c'est quoi qui était donné? Les Américains, ils ont construit quelques bases militaires pour l'armée israélienne. Et c'est ça la seule qui a resté d'Annapolis. Oui. Mais sinon, ça veut dire qu'on a toujours des coopérations militaires avec Israël. On a toujours des accords d'association. On peut les suspendre. C'est ça l'intervention des communautés internationales qu'il faut. C'est pas maintenir ce processus de paix qui veut rien. Pour compléter un petit peu ma question, pour plus d'éclairage, lorsqu'il y a un processus de paix, ça veut dire qu'il y a des partenaires et que les institutions internationales peuvent agir sur les différents partenaires pour accepter tel ou tel processus. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des partenaires pour construire un processus? Est-ce qu'il y a des partenaires chez les Palestiniens, chez les Israéliens? Est-ce qu'il y a des acteurs internationaux qui peuvent agir, faire la pression pour imposer un calendrier de paix? Alors, je reviens, parce que ce que je disais pour Annapolis, le calendrier de paix était imposé par les Américains. Les principaux négociateurs dans le quartet, c'est les Américains. Ce n'est pas les Russes, ce n'est pas l'Union européenne, ce n'est pas les Nations Unies. Donc à partir du moment où vous avez le principal interlocuteur dans la négociation, qui est celui qui fournit à peu près 2,5 milliards de dollars par an de coopération militaire avec les Israéliens, quand vous savez que la guerre a pu être réalimentée avec des fonds américains qui ont permis de fournir des armes à Israël. Encore dernièrement. Dernièrement, tout à fait. Ces derniers jours. Mais c'est simplement la mise en œuvre de quelque chose qui a déjà été signé. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça veut dire que vous pouvez imaginer un État comme Israël qui dispose aujourd'hui d'une sorte de chèque en blanc chaque début d'année pour une dépense d'à peu près 2,5-3 milliards de dollars qui sont garantis pour demander des besoins en matière militaire. Et donc, quand on utilise des choses pour faire ce qui s'est passé, on peut renouveler tout à fait le stock sans aucun problème. Mais pour revenir, je voudrais revenir
revenir à autre chose sur ce que vous avez dit sur le fait de l'absence de l'Union européenne, de l'Europe de façon générale, des Américains et de la France en particulier. Je ne sais pas si vous avez suivi les informations, il y a un secrétaire d'État britannique qui a démissionné cet après-midi. C'est la seule personne, simplement parce qu'elle est en désaccord sur la formulation de la prise de position politique, la terminologie qu'a utilisé le nouveau ministre des Affaires étrangères, britannique du Foreign Office, qui est complètement différente de celle avant de William Hague. Et donc, à partir de ce moment-là, si au niveau européen, vous avez 28 États, et s'il n'y a qu'un secrétaire d'État qui a trouvé à redire, c'est que quelque part, à la fois, il y a une sorte de collusion entre la façon dont les médias rapportent les événements, ce que les politiques mettent en œuvre, et que c'est extrêmement difficile d'aller contre le courant. Donc pour répondre à votre question sur les partenaires, et moi ça m'a choqué quand je suis revenu en 2007, de retrouver les mêmes partenaires de négociation côté palestinien, qui étaient ceux que j'ai connus 10 ans auparavant. Donc c'est les mêmes, ils sont devenus spécialistes de la négociation. Saïd Barakat, Nabil Chaas, Abou Mazen. Abou Mazen négocie depuis 25 ans. Donc, quelque part, je dirais, c'est pour ça que je dis l'entretien du mécanisme de négociation, c'est parce qu'il y a des partenaires, mais des partenaires qui ont essayé ce qu'ils pouvaient essayer, ça n'a pas marché, mais comme ils n'ont pas un plan B, ben, ils continuent à faire semblant d'eux. Et donc, c'est cette idée, c'est un peu comme un écureuil dans une roue, on continue à tourner en rond, mais entre-temps, ben, on s'éloigne de l'idée de deux pays vivant en PAP, l'un à côté de l'autre, dont des frontières sont... On a une sorte de diarrhée verbale qu'on continue à répéter, mais que personne ne dit, écoutez, attendez, qu'est-ce qu'on entend par ça? Comment on va faire pour arriver là? Et on n'est pas du tout dans cette configuration-là. Mais de toute façon, je pense que ce n'est pas la question aujourd'hui, parce que maintenant, avec les derniers mois à Gaza, ce n'est pas la question de la possibilité de processus de paix, des partenaires, c'est la question des crimes de guerre, c'est la question d'un massacre. Et c'est ça. Et c'est la question, c'est comment la communauté européenne dit rien. Ça veut dire qu'ils ont commencé à dire quelque chose et au moment qu'ils ont commencé, le massacre était arrêté. Et c'est ça. C'était le coup de fil d'Obama à Netanyahou qui a pas... Ça veut dire que c'était pas la fin, c'était presque. Les Israéliens, ils ont arrêté pour quelques minutes. Après, ils ont recommencé. C'était que quand la France, quand beaucoup des pays européens étaient très déterminés, à ce moment-là, les Israéliens ont arrêté. Et moi, je parle de ça. Pour moi, c'est pas important. Même si Hamas, c'est les pires mouvements, je ne sais pas, mais peut-être c'est le pire gouvernement au monde. Et peut-être des Israéliens, ils voulaient vraiment, ils ont toujours faire un processus de paix. C'est que les Palestiniens qui, disons que tout ça, on ne fait pas, on ne bombe pas des enfants. Oui. Et c'est ça, et ici je trouve toutes les discussions, alors, ici, il y a quelques jours, quand tout a commencé, il y a quelques semaines, je m'excuse parce que je veux réorienter vers le point vraiment précis du débat ce soir, notre président a commencé, sa première réaction était immédiate, c'est pour dire c'est totalement justifié. Oui. C'est justifié. Alors après on a pondéré, puis finalement, ce qui est exactement la même chose, tout d'un coup, aujourd'hui c'est devenu des massacres. Vraiment, c'est devenu des crimes de guerre, mais quelle différence avec ce qui se passait il y a quelques semaines? Aucune. Quelle différence à ce qui se passait quand en 1948, Folke Bernadotte se fait dégommer par les terroristes qui à l'époque se trouvaient des activistes juifs? Quelle différence? Aucune réaction internationale depuis 60 ans. Donc on ne va pas la refaire, excusez-moi, donc je réoriente la discussion. Donc je la ramène vers ce qui est notre objet, c'est-à-dire de faire l'histoire, en revanche, au moins à notre niveau, balayons au moins devant notre porte, nous Français, de comment les choses ont évolué, en bien ou en mal, qu'est-ce qui a changé ou pas changé, et qui nous a amené à l'état de nullité consternante qui fait qu'il y a beaucoup de monde ce soir, spontanément, en dépit de la période estivale, et manifestement un nouvel intérêt à découvrir ce qui se passe réellement et dont on se rend bien compte qu'on nous le cache. Alors, si avant, il y avait une institution qu'on pouvait... à laquelle on pouvait faire appel, qui était le Conseil de sécurité des Nations Unies, et qu'à travers toutes les guerres et les conflits, on a constaté que l'inefficacité
de cette institution. C'est pourquoi on a mis en place le quartet, c'est bien ça. Alors le quartet, quelle est la différence entre le quartet et le Conseil de sécurité? Quelle est la crédibilité du quartet et quelle est son éthique? Et est-ce que c'est aussi une coquille vide ou est-ce que ça peut donner quelque chose? Alors, ayant servi dans le quartet, permettez-moi de répondre très très clairement et pas du tout dans des termes diplomatiques. Le quartet a été mis en place en 2001, c'était le premier mandat du président Bush. C'était suite à un rapport qui avait été demandé par le président Clinton à la fin de son mandat au sénateur Mitchell, qui était intervenu pour résoudre la crise en Irlande. Et il y avait des recommandations qui n'ont pas été suivies. Et il fallait absolument que l'administration américaine, la nouvelle administration de Bush, vienne avec une solution, avec une proposition. Et la proposition était de mettre autour d'une table les Russes, les Américains, l'Union européenne et les Nations unies. C'était le résultat de la paralysie du Conseil de sécurité. Pourquoi on a invité l'Union européenne? Parce que c'est l'Union européenne qui paye. L'Union européenne ne fait que ça, donner des fonds. On n'a pas de voix au chapitre, y compris dans les négociations. J'ai participé à des réunions du quartet, et vous voyez, le seul qui mène la danse, c'était le ministre des Affaires étrangères américain. Les Russes parlaient à peine, mais ils avaient le sujet du processus de paix au Proche-Orient était un des sujets dans la relation bilatérale entre les Américains et les Russes. Ce qui fait que c'était une sorte de cache-misère pour donner l'impression qu'on avait créé quelque chose et qu'on avait confié la solution de ce conflit, plus au Conseil de sécurité, puisqu'il était paralysé, on a donc confié à ce quartet. Mais le quartet est une machine vide, il n'y a pas d'administration, le quartet c'est simplement la réunion de 4 représentants, américains, russes, Nations Unies et Union Européenne, pour discuter de ce qu'on fait. Mais autrement, il n'y a rien. C'est absolument une coquille vide. Donc n'attendez pas à ce que quelque chose de positif sorte de là. Mais la seule chose qui peut éventuellement faire bouger les choses, c'est, comme disait Yael, une vraie pression de la communauté internationale sur Israël. Un boycott, par exemple. Entre autres, Quid du boycott? Je ne vais pas intervenir sur quelle est la méthode, oui. Mais ça veut dire que vraiment, la dynamique aujourd'hui, c'est absolument ça. C'est une mobilisation de la communauté internationale, toutes choses égales par ailleurs, comme il y a pu y avoir à un moment donné, dans les années 60-70, pour l'Afrique du Sud. Mais, pour le moment, je ne la vois pas, et on est encore dans ce vide-là. On est toujours aujourd'hui extrêmement... tu as parlé de crimes de guerre et tout ça. On est très, comment dirais-je, remonté parce qu'il y a quelque chose qui vient de se passer pendant qu'on est là. Et on a le droit de porter un jugement sur la façon dont on traite. On ne peut pas dire on ne savait pas. On ne peut plus dire on ne savait pas. Et par conséquent, il faut qu'on fasse quelque chose. Mais vers quoi on va? Je ne sais pas. Est-ce que cette mobilisation va venir? Je l'espère. Mais vers quoi elle va aller? Je ne peux pas savoir. Le problème, c'est que... Il y a beaucoup de monde qui dit, et même dans les médias français, bon, mais ce n'est pas le seul endroit où il y a des massacres. Et c'est vrai. Et alors? Et c'est vrai. D'abord et alors. Mais c'est pire que ça, parce que c'est vrai que les choses qui passent en Syrie, en Irak, c'est horrible, non, ça, etc. Je précise, ce n'est pas les médias français, c'est notre président de la République. Oui. Pour enfin parler de Gaza et enfin condamner ce qui s'y passait au bout de 3 semaines, où jusque-là il trouvait que c'était normal. C'était le président normal, c'est normal donc. Eh bien pour lui, c'est quand même le parangon de normalité. Alors il a fallu quand même qu'il relativise. Il a fallu qu'il dise oui. Et donc c'est un massacre parmi d'autres. Il y a la Syrie, il y a l'Irak, il y a la Libye, il y a toutes ces sortes de choses. Et c'est là qu'il a essayé de noyer le poisson. Donc c'est pas les médias, c'est Hollande. Et ça clique, soyons précis. Moi je suis d'accord. On ne va pas limiter ce problème aux positions de notre président. Oui. C'est pas le problème. Certes, mais je vous précise, Madame Essel, excusez-moi, on a précisé que l'objet de la soirée aujourd'hui, c'est évidemment pas de refaire toute l'histoire de Gaza. Vous êtes déjà venu, vous êtes une des mieux placées évidemment pour en parler. Et bien sûr, vous aurez l'occasion de vous exprimer là-dessus. Mais le caractère scandaleux de ce qui émerge maintenant, c'est qu'on est en train de prendre la mesure de toute l'imposture de la classe dirigeante et des médias français dans cette affaire. C'est ça qui est quand même la nouveauté. Et ça devient tellement clair. Non, ça devient la nouveauté comme prise de conscience pour les gens. Pour vous, pour moi, c'est pas nouveau, on est d'accord. Mais c'est ça qui est nouveau. Et donc, c'est pour ça qu'on insiste sur ce point précis. Non, voilà. Mais moi, j'ai un point... Oui, il y a... Parce que l'important ici, c'est qu'Israël
on parle d'Israël, et chez les classes dirigeantes et dans les médias, on parle d'Israël comme un État comme nous. Et c'est ça le problème. Israël, c'est le seul État au monde qu'on les traite comme un membre de l'Union européenne, sauf Israël n'est pas un membre, mais au niveau de tout, pas que l'accord d'association et les programmes Horizon 2020, on donne 1 milliard d'euros pour coopération qui est dans ce programme-là de Horizon et 2020. Et c'est là le problème. Le problème, c'est que les Israéliens, et ça parce que Olivia, quand elle m'a contacté, elle m'a dit, parle aussi comment les médias israéliens fonctionnent. Et en Israël, tout le monde est sûr, quand il voit qu'Europe dit rien, tout le monde est sûr que c'est normal. Et tout le monde, et les journalistes israéliens, ils parlent comme ça jusqu'à maintenant. Ils ont parlé comme ça. Et le monde est avec nous. Et c'est vrai que le monde est avec nous parce que le monde, mais ils ont, et c'est pour ça qu'ils ont continué, parce que c'est normal, parce qu'on peut le faire, parce que personne ne dit rien, parce que le monde est avec nous, parce qu'on continue cette coopération unique avec l'Europe, qu'il n'y a pas un seul pays dans le monde qui a la même coopération avec l'Europe. Et ici, c'est l'important. C'est aujourd'hui, moi je suis cofondatrice d'un groupe israélien qui s'appelle Boycott from Within, boycott d'intérieur. Mais pour moi, ça suffit que l'Europe va arrêter la relation spéciale avec Israël. Ça veut dire, et c'est beaucoup plus important, et impliquer les lois européennes et les lois internationales. Moi, je suis toujours, chaque jour, je vais pas au supermarché chaque jour, mais quand j'y vais à la supermarché, il y a toujours des produits des colonies dans les supermarchés en France. Moi, je boycotte El Al quand j'y vais à Tel Aviv, mais dans mes derniers vols à Air France et à l'Italia, j'avais des produits des colonies qui m'ont donné la nourriture d'un avion, des produits des colonies. Et ça, c'est clair, et ils bénéficient des avantages et tout ça. Et il faut arrêter ça. Et il y avait un petit moment où l'aéroport à Tel Aviv était fermé. C'était une catastrophe, parce qu'il y avait une roquette qui était arrivée juste à côté, qui n'était pas traitée. Pour des Israéliens, c'était une catastrophe. Imaginez que l'État européen va dire des Israéliens, ils ont besoin de visas. Par exemple, on ne donne pas les colons d'entrée, parce que les colonies, c'est illégal par les lois en France. Ça veut dire que je ne demande pas les trucs nouveaux et différents. Il y a une loi. Ok, mon idéal est beaucoup très loin de ça, mais il y a les trucs minimaux qu'on peut faire pour éviter les massacres et les traitements des personnes et des enfants comme les choses qui sont arrivées. Et c'est rien en fait, parce qu'on parle toujours des morts, mais on ne parle pas des blessés. On ne parle pas des handicapés. On ne parle pas des mondes qui vont souffrir. On ne parle pas des enfants traumatisés qui vont rester comme ça pour des années. Moi, je ne pense pas. Ça veut dire, on parle toujours, on oublie que Gaza est toujours... en Syrie, il y a beaucoup plus de morts. Mais si on calcule avec du temps et des populations, à Gaza, il y a trop. Il y a beaucoup plus qu'en Syrie en ce moment. Et si on compare, imaginez-vous, 12 000 Français qui étaient tués dans 3 semaines. Imaginez-vous, ça c'est la proportion entre la France et Bon, on va peut-être faire la comptabilité de l'horreur, je crois que tout le monde est convaincu en plus. Alors, pour revenir au seul point auquel on s'accroche, c'est de dire, puisque les institutions ne servent à rien, les États elles-mêmes, elle est démissionnaire, elle ne joue pas son rôle, parce que si on compare la situation, la position des États aujourd'hui et celle des gouvernements d'il y a 10 ou 20 ans, on a constaté en France, par exemple, à l'époque du général de Gaulle, où le gouvernement français arrivait à faire des choses. Et même à l'époque de président
Chirac, il a soutenu tête et s'opposé à la guerre en Irak. Et si Dominique s'emporte pour parler de la position de notre gouvernement, c'est que notre gouvernement, on ne sait pas quel est son rôle, quelle est sa position, qu'est-ce qu'il peut faire. Si les États ne peuvent pas faire grand-chose, si le Conseil de sécurité il est incapable de faire quelque chose, il est paralysé. Il reste, donc vous dites, la mobilisation, l'opinion publique. Et comment peut-on mobiliser l'opinion publique s'il y a une collision entre les médias et les pouvoirs eux-mêmes qui n'ont pas envie de prendre position, et les médias traduisent leur position pour entretenir l'opinion paralysée également comme les institutions. Voilà un problème. Je voudrais rapporter simplement, sans aller jusqu'à l'époque du général de Gaulle, souvenez-vous, le premier discours qu'a fait le président Mitterrand à la Knesset, ça devait être en 82, si mon souvenir est bon, c'est le premier qui a parlé pour la première fois de l'existence et du droit du peuple palestinien à l'existence. Donc c'était à l'époque que la France avait une voix, elle était écoutée, elle était suivie. Essayez de vous souvenir simplement sur un sujet international aujourd'hui, une phrase, une position que le gouvernement, parce que qu'on le veuille ou pas, c'est le président de la République, pour revenir à vous, c'est l'article 16 de la Constitution, la diplomatie française est définie par le président de la République. Essayez de vous souvenir d'une phrase sur une crise, une des crises majeures que nous venons de vivre ces 2 ou 3 dernières années, quelque chose de fort qu'il ait dit. Non. La France est devenue inaudible sur la scène internationale. La France n'a plus de message. Et peut-être parce que aussi, la France aujourd'hui, elle est un peu diminuée. Elle n'est plus ce qu'elle était dans le temps. Ça a une histoire. Oui, tout à fait. Mais c'est simplement l'histoire d'une dégénérescence et d'une déliquescence de l'outil de ce qu'était la diplomatie française, de ce qui c'était aussi, entre autres, mais ça c'est la démocratie. On ne peut pas le déterminer. Alors qu'on ait choisi Sarkozy et que Sarkozy soit mieux ou pas mieux que Chirac ou autre, on ne rentre pas dans le débat. C'est vraiment la Constitution qui donne au président de la République le droit et l'autorité pour définir des lignes. Mais le problème, c'est que depuis quelque temps maintenant, depuis une dizaine d'années, on n'a personne qui donne le cap. Et c'est un cap qui est très changeant, qui tangue, ce qui fait qu'aujourd'hui notre voix n'est pas entendue. Enfin, il y a quand même eu un changement radical. La France est devenue atlantiste, sioniste, au plus haut niveau de l'État, c'est-à-dire exactement l'inverse de ce qu'elle était il y a 40 ans. C'est du président légitimement élu, ça veut dire que je n'y peux rien. Je suis en train de constater quelque chose. Je ne suis pas en train de dire est-ce que Sarkozy avait le droit de revenir à l'OTAN dans l'état-major général pour le... Non, je ne juge pas là-dessus. Je suis en train de constater... Oui, mais vous pouvez parler des effets que ça a sur la crédibilité du personnel diplomatique, y compris français, sur l'influence de la France dans ce pays-là, qui était très haute et qui est au degré zéro aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez le confirmer, ça? Est-ce que vous pouvez le confirmer? Non, mais moi, j'ai pas. Pour l'instant, j'ai cet énorme avantage. Je suis aujourd'hui détaché du Quai d'Orsay auprès de l'Union européenne, et donc je ne représente plus la France. Mais par contre, je vois comment le discours français est perçu, et donc je ne peux que constater qu'il n'est pas entendu. On ne fait pas attention. Maintenant, nos présidents, nos ministres des Affaires étrangères, que ce soit Juppé, que ce soit Kouchner, que ce soit les autres, c'est la même chose. On ne nous écoute pas, on dit n'importe quoi. Donc, je crois que Mme Hessel voulait faire un commentaire là-dessus. Bon, il me semble que, d'abord, il faut être le plus simple possible dans tout ce discours. Il y a l'avenir. Je crois qu'il faut s'intéresser à ce qu'on peut faire pour l'avenir, d'une part. Et deuxièmement, je pense que ce qui peut se passer de nouveau, c'est une prise de pouvoir par la société civile. Ce qui a été fait d'ailleurs dans les printemps à gauche et à droite, avec plus ou moins de succès, il faut le dire, mais je crois qu'on en est là maintenant. Et il y a des moyens de le faire. Il y a d'abord, ça nous a été proposé, d'ailleurs, je ne vous cache pas, nous avons eu une délégation qui est allée voir Fabius, moi je n'étais pas dedans, mais j'étais dehors, je les attendais. Ils ont dit la chose la plus efficace à faire, c'est d'écrire au président, d'écrire à Fabius, d'écrire à Valls éventuellement, mais c'est moins intéressant. mais voilà, il faut écrire, il faut faire une pression sur nos gouvernements. On en est là maintenant, et chacun peut le faire. Chacun peut le faire. Il faut non pas parler, mais essayer de trouver des actions. On en est là maintenant. Et moi, je veux dire que je suis fatiguée des analyses.
on les analyse, on les a faites dans tous les sens, etc. Ça n'avance pas. Donc il veut trouver autre chose. Moi, je voudrais m'adresser à madame, je sais pas, mais sur la question de la condamnation du gouvernement d'Israël. Je crois que c'est quelque chose, enfin, dans ce qu'on vit dans l'opinion publique, ça serait quand même, au niveau aussi bien en France que sur le plan international, un point positif pour l'avenir, que enfin le gouvernement d'Israël soit condamné pour crime contre l'humanité. Voilà. Je crois que c'est vraiment ce qu'il faut, c'est tout ce qu'il pourrait y avoir de positif. Déjà pour crime de guerre, pour commencer. Crime contre l'humanité, enfin. Violation de tous les droits. Tous les droits et tout. Voilà. Oui, mais souvenez-vous du rapport Goldstone. Il est condamné, il a été enterré, plus personne n'en parle. C'est bien. Là maintenant il y a la commission des droits de l'homme. Effectivement, tous les institutionnels, bien sûr. Ça ne peut passer que par là. Le quartet, tout ça, qui sont aussi bien les gouvernements. Donc le problème de fond qui se pose, et c'est la seule question, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui face à ce qu'on appelle Israël? Et ce n'est pas le gouvernement d'aujourd'hui, ce n'est pas Netanyahou, ce n'est pas Sharon. C'est une réalité. Et quand vous parlez de Conseil de sécurité, vous me faites rire. La résolution 242 qui a été adoptée par l'ONU n'a jamais été appliquée. Oui, on vous a bien entendu, monsieur. Le pays, Israël est un pays occupé depuis 1948, on est d'accord avec vous. Quelle est votre question? La question que je pose... Enfin, la Palestine est un pays occupé, excusez-moi. La meilleure manière aujourd'hui de contrer ce nouveau colonialisme avec cette bête immonde qui a pris exactement les mêmes propagandes à la Goebbels, aujourd'hui, pour la contrer, est-ce qu'il suffit de petits débats de salon ou il faudrait une autre organisation civile? Voilà la question. Ok, Moustapha. Alors moi, par rapport à ce qu'on peut faire, est-ce qu'il ne serait pas possible que même une association poursuive l'Union européenne pour non-respect des traités qu'elle a signés, au nom des intérêts des citoyens européens, et de défendre des principes universels qu'elle a inscrits dans les traités qu'elle-même a signés. Puisque le traité d'association inclut une clause qui dit que c'est subordonné à la question des droits de l'homme. Donc moi j'ai une question, ça c'est une question que les juristes pourraient poursuivre l'Union européenne pour cette raison, voir la possibilité de poursuivre. Ma deuxième question concerne, en ce moment on commence à parler, Villepin l'a évoqué, à Genève, la ville de Genève a demandé au gouvernement suisse de réunir les parties contractantes à la 4e convention de Genève, et les Palestiniens ont demandé une protection internationale du peuple palestinien. L'ONU est intervenue au Timor oriental, en Chypre, dans beaucoup de conflits. Quelles seraient les possibilités d'organiser, dans quel cas, une protection internationale pour qu'ils arrêtent de massacrer les Palestiniens, leur voler leurs terres, les persécuter comme ils le font? Donc deux questions précises. Alors, une dernière question et on va répondre après. Je demande une question. Je ne veux pas donner mon opinion, mais j'aimerais bien me présenter que je suis palestinienne, Riyam Sissou, de Gaza, et d'origine du quartier Choujaï. Je vous pose, monsieur, une question. Et pourquoi la France n'est pas entendue? Est-ce que c'est une question de force? Est-ce que c'est une question qui n'a pas de position claire et nette? Est-ce qu'elle ne veut pas s'imposer? Est-ce qu'elle n'était pas sérieux dans toutes les négociations de 24 ans? C'est une question. Voilà. Si vous voulez, je voudrais reprendre déjà la réponse à la première question. Qu'est-ce qu'on peut faire? Christian Hessel a déjà répondu. Ça veut dire qu'il faut une mobilisation, il faut qu'on écrive, il faut qu'on dise qu'on n'est pas d'accord avec ce que le gouvernement est en train de faire. Chacun à son niveau, il ne faut pas espérer faire des miracles, mais il faut remontrer. Quand j'ai fait exprès le parallèle entre les mobilisations internationales qu'il y a eu pour l'apartheid, à un moment donné, c'était ça. C'était des individus qui ont fait ça, et c'est des individus qui ont fait plier des gouvernements. Et donc cette mobilisation, c'est à vous, à chacun de vous, de la faire pour qu'on puisse aboutir à ça.
En ce qui concerne la saisine de, je ne suis pas juriste, mais en ce qui concerne la saisine de la responsabilité de l'Union européenne, je pense qu'il faut auparavant prouver qu'il y a un intérêt personnel, qu'on a subi un préjudice. Alors ça peut être un préjudice moral, mais comment ça va se faire, ça serait une première, et peut-être c'est quelque chose qui vaut le coup de réfléchir à faire, mais pour le moment, une des raisons principales pour lesquelles l'Union européenne n'arrive pas à adopter une position forte, c'est que les États membres sont divisés entre eux, et que par conséquent, aujourd'hui, toute position européenne, c'est le minimum du dénominateur commun sur lequel on peut s'agréer, et qu'on le veuille ou pas, quand on a des États membres comme la France ou comme la Grande-Bretagne ou l'Allemagne ou les Pays-Bas ou d'autres pays que je ne vais pas citer, qui vous disent, vous mettent des lignes rouges à ne pas dépasser. Évidemment, quand vous lisez une déclaration de l'Union européenne, c'est du wishy-washy, c'est un terme qui, c'est pas quelque chose sur quoi on peut appuyer pour faire quelque chose. Mais il y a un donc traité je reviens à l'argument. Avec une clause suspensive. Tout à fait. Il y a un traité avec une clause suspensive. Tout à fait. Tous les accords d'association, il y a toujours le respect des droits de l'homme. Ça, c'est une évidence. Et quand je reviens tout à l'heure à l'argument du rapport Goldstone, c'est très bien. Aujourd'hui, il y a le Conseil des droits de l'homme, la Commission des droits de l'homme a décidé d'envoyer une délégation pour qu'on fasse une enquête et qu'on fasse un rapport. Très bien, mais ça va être la France est opposée. Mais on est en train de réfléchir à ça au niveau de la communauté internationale. Et pour répondre à votre question, madame, ne croyez pas que j'essaie de fuir, c'est simplement un fait historique, c'est que nos responsables, il y a 20 ou 30 ans, ou 30 ans plutôt, avaient des idées claires sur un certain nombre de choses, et quand ils disaient un message, le message traduisait un soutien général. Je dirais, il y avait un consensus derrière. Souvenez-vous, cette image très forte de Chirac au monastère de Sainte-Anne, quand il y a quelqu'un qui veut absolument rentrer, il lui dit « Est-ce que vous voulez que je quitte ?» Donc ça, c'est une prise de position qui est très forte. Vous avez quelqu'un qui est sûr des valeurs qu'il défend, et à ce moment-là, il les défend pas pied à pied, mais il est très ferme dans ses positions. Depuis cette époque, tout a pris un sens un peu mou, et particulièrement vis-à-vis de cette question, mais il ne faut pas oublier non plus que la situation de l'ensemble de l'Europe et la France en particulier, que ce soit sur le plan financier, les moyens militaires, tout ça, on est en train de se paupériser, et qui fait qu'aujourd'hui, la voix, on est le reflet, nos hommes politiques sont le reflet de cette situation-là aussi. Les gens ont peur, il y a une dérive de plus en plus à droite, et c'est un constat. Je ne juge pas, je suis en train de constater quelque chose dont je vois les effets sur la scène internationale, quand je vois les intervenants français participer à des conférences ou à des réunions. On ne les écoute plus. C'est un constat. Et je le constate comme ancien diplomate. Vous avez dit qu'ils ont peur de quoi et de qui surtout. Qui? Vous avez dit il y a un instant, ils ont oui. peur... Les responsables? Oui. Oui, mais parce que tous sont orientés vis-à-vis de la politique intérieure. On fait de la politique extérieure avec de la politique intérieure. S'il y a une constituency, une base politique, eh ben on fait très attention parce qu'on veut être réélu. On est beaucoup plus attentif à ça. Ça veut dire auparavant, on avait le courage, voire l'audace de dire ben, je vais payer le prix, mais je dis ce qu'il faut que je dise. Il y a un lobby efficace. Non, mais ici... Attends, à la fois. Yael, tu veux apporter une précision? Je voudrais dire quelque chose qui, moi, je trouve très important. Moi j'ai bien entendu Madame Essel et je suis très d'accord avec elle. Et je pense qu'il vraiment... Et ça, à mon avis, c'est une grande erreur de la société civile en France et les mouvements. Parce qu'on a quitté... les gouvernements, c'est la merde. On ne parle pas avec les gouvernements. On n'écrivait pas au gouvernement parce qu'il ne fait rien. Et nous, on va travailler en tant que société civile. Mais en fait, la mobilisation civile, c'est rien si on n'a pas un impact politique sur le gouvernement. Et c'est ça les buts. Je voudrais juste poser une question. On n'a pas du tout parlé vraiment ce soir suffisamment, à mon avis, de ce qu'on peut faire à travers les États-Unis, par exemple. Parce que aussi longtemps que les États-Unis soutiennent l'État israélien comme ils le font, moi je vois mal comment la situation peut changer radicalement auparavant. Et moi je pense que aussi longtemps que l'État d'Israël est assuré de ce soutien-là, franchement, je crois que le reste ne les intéresse pas trop. Israël ne peut pas vivre sans Europe qu'avec les États-Unis. Voilà. Une autre... C'était ma question, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire vis-à-vis des États-Unis? Et l'autre question, monsieur?
Monsieur. Deux questions. La première, c'est qu'en est-il du tribunal Russell? Où en sont ses travaux? Ça, je peux vous y répondre. La deuxième question, c'est, je suis un peu étonné que ça ne soit pas venu dans le débat jusqu'à présent, c'est qu'une des raisons évoquées, enfin sous-jacentes de l'intervention israélienne, a été notamment que Fatah et Hamas on se tombé d'accord pour un gouvernement commun. Je crois qu'il y a là, pour l'avenir, c'est une question à la fois une petite analyse, il n'y a pas là une piste d'avenir, c'est-à-dire pour le peuple palestinien de continuer dans cette voie-là absolument, qui est une... Je peux répondre sur le tribunal Russell, puisque nous en faisions partie. Le tribunal Russell a rendu ses conclusions. Il n'existe plus en tant que tribunal Russell, puisque c'est après qu'est fait par la fondation Russell, on peut emprunter ce label, ce qui a été le cas pour faire un tribunal sur la Palestine, comme il y en a eu en Amérique latine et sur le Vietnam surtout. Donc il y a des conclusions qui sont publiées et que tout le monde peut consulter. Et c'est important de lire parce qu'il a rendu des conclusions assez fortes. Et donc c'est à la disposition du public, c'est publié. Simplement la réponse, la réponse sur l'influence sur les États-Unis. Depuis maintenant qu'il y a eu une réorientation plutôt atlantiste de la politique étrangère de la France, la valeur ajoutée de la politique étrangère de la France par rapport aux États-Unis est quasiment nulle. Ça veut dire qu'auparavant, on était un challenger, on les mettait au défi, on critiquait ce qu'ils faisaient. Maintenant, on est devenu un allié obéissant. Un aligné. Oui. Un allié obéissant. S'il n'y a plus de non-aligné. Mais donc, ça veut dire qu'on n'a plus cette capacité d'être le mouche du coche à essayer de leur dire non, c'est pas comme ça. On n'a pas, quand je dis on n'a pas de voix discordante quelque part dans le discours qui rappelle des principes de base, mais c'est aussi parce que nos hommes politiques sont beaucoup plus soucieux de leur réélection à très court terme et que par conséquent, il n'y a plus personne qui est capable de dire ce qui a fait la singularité de la France pendant toute la guerre froide. On était la voix médiane, on était ceux qui n'étaient ni là ni là, mais ils disaient quelque chose de vrai. Ça c'est clair, il y a l'autre question, là, là où en tant que diplomate, vous avez peut-être des éclairages. Sur par exemple, véritablement le fait qu'on peut tout à fait considérer que cette guerre, le but principal, c'était de faire voler en éclats l'alliance entre le Hamas et l'autorité palestinienne. C'est aussi simple que ça. Et quand je vois des gens qui te disent il faut absolument discuter avec le Hamas, mais c'est l'Union européenne, c'est les États-Unis disent c'est interdit de parler parce qu'on l'a classé en mouvement terroriste. Donc on ne peut pas parler avec eux. Mais on peut leur faire la guerre, mais on ne peut pas parler avec eux. Donc on va vers quoi? Et maintenant, on négocie. Voilà, maintenant on est obligé de négocier, mais c'est un faux nez, on passe par l'Égypte. Et on passe par l'Égypte ou les Américains. Mais en réalité, il n'y a pas ce type de contact qui est ouvert. Et c'est une partie essentielle du jeu politique. On ne peut pas faire semblant qu'il n'existe pas. Ils ne vont pas disparaître. Et c'est pour ça que je vous ai dit, quand on est en train de parler maintenant d'un cessez-le-feu, éventuellement sur autre chose, on n'a rien changé. Ça veut dire qu'on peut tout à fait être très directif, dire à la fin de 2015, il y aura un État palestinien, les négociations, il faut qu'elles aboutissent et tout ça. Moi, jusqu'à présent, j'y croirais pas. Et vous pensez que l'accord Hamas-Fatah va exploser ou... Va exploser, dans la force des choses. Attendez, l'accord était, il fallait qu'il y ait un gouvernement pour faire un gouvernement d'union nationale pour que des élections aient lieu. Il ne faut pas oublier que les élections n'ont pas pu avoir lieu depuis 2007. Enfin, grosso modo, l'objectif de l'opération, cette opération, elle a un objectif, elle va légitimer le Hamas vis-à-vis de Abu Mazen, aux yeux des Palestiniens. Qu'est-ce que vous dites à vos alliés du Hamas? Vous dites continuer cette guerre contre Israël ou vous dites accepter un cessez-le-feu? Non mais laissez-moi comprendre. Le Hamas, qui dans cette agression israélienne et cette guerre, a fait 27 morts israéliens, dont 25 militaires israéliens. 25 sur 27 sont des militaires de la puissance occupante israélienne, seraient une organisation terroriste et des criminels. Et ceux qui ont fait 530 morts, dont 90% de civils, dont plus d'une centaine d'enfants, serait le pays civilisé dans ce conflit? Notre gouvernement d'unité nationale s'est fait sur la base de nos engagements internationaux. Il s'est fait pour que nous puissions avancer vers la voie de la paix, mais aussi vers la voie de la libération nationale palestinienne, qui est la condition de la paix. Sur quelle base est faite la coalition israélienne actuelle d'extrême droite? Est-ce qu'elle n'est pas faite sur la base de l'occupation et de la colonisation?
Comment allons-nous ramener le Hamas vers des positions politiques plus modérées si en 10 ans de présidence de Mahmoud Abbas, ce gouvernement israélien a construit plus de 100 000 colonies sur nos terres? Comment allons-nous les ramener alors que cette puissance occupante israélienne détient en otage 6 000 prisonniers palestiniens? Comment nous allons convaincre notre peuple que le gouvernement israélien actuel est un partenaire pour la paix et non une puissance occupante et un gouvernement d'apartheid, quand ce gouvernement d'apartheid continue la construction du mur, fait des incursions dans nos villes, en Cisjordanie même, continue à tuer des Palestiniens et des enfants? Qu'est-ce que nous allons leur dire aujourd'hui aux Palestiniens, nous qui avons défendu ce projet de la paix et ce projet de la libération par les voies politiques et pacifiques? Majed Bamia, vous ne répondez pas à ma question. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à vos alliés du Hamas? Vous leur dites, on vous soutient. Je vous demande, qu'est-ce que vous voulez que je leur dise? Mais vous discutez avec eux, qu'est-ce que vous leur dites? 7 ans de blocus sur la bande de Gaza, une agression israélienne et des bombes qui tombent sur nos civils, qu'est-ce qu'on va leur dire? Déposer les armes et laissez-les les bombarder? C'est ça le discours politique que nous devons porter? Nous sommes en train de tenter d'arriver à une fin de l'agression, à une levée des sièges par les voies politiques. Que la communauté internationale nous aide, et nous aurons alors quelque chose à dire au Hamas. Que la communauté internationale nous aide à mettre fin à l'occupation par les voies politiques et pacifiques. Et à ce moment-là, nous aurons quelque chose à dire au Hamas. Mais il faut parler à ceux qui bénéficient de l'impunité totale. Vous savez, le Hamas, il est placé sur les listes d'organisations terroristes. Il a été boycotté par la communauté internationale. Votre interlocuteur est présent en France, personne ne le boycotte. Cette impunité israélienne qui se poursuit est la raison essentielle pour laquelle le processus de paix n'avance pas. Ce n'est pas le Hamas, c'est l'occupation, c'est le déni des droits depuis 60 ans des Palestiniens. Ça suffit de dire que parce qu'il y a la révolte des esclaves, que l'esclavage est acceptable. Bien sûr que parfois on peut mal se conduire, bien sûr qu'il peut y avoir des violations du droit, on peut les regarder. Mais alors qu'Israël vienne et qu'on aille ensemble signer le statut de Rome et que nous allions devant la Cour pénale internationale, on verra, elle déterminera qui a raison et qui a tort. Les tribunaux israéliens militaires ne se privent pas de juger des Palestiniens alors qu'ils sont complètement illégitimes. Dites-moi combien de colons et de soldats israéliens ont été jugés pour leurs crimes? 0. Donc on arrête avec cela. Il y a une puissance occupante qui met fin à l'occupation. Nous avons 530 morts, 100 enfants. Et le monde attend et nous regarde. Juste une question à vous poser. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que les États-Unis sont en train quand même peu à peu de se retirer de ce problème et que ça n'est pas le moment pour l'Europe de se substituer aux États-Unis dans cette affaire? Et c'est là que je pense que on pourrait faire une pression sur le gouvernement français pour qu'il soit leader dans cette affaire. Oui. Non. Alors, pour répondre à votre question, sur les États-Unis, oui, il y a un désengagement des États-Unis de l'ensemble du Proche et du Moyen-Orient. Je pense que ça va finir à la fin de cette année avec le repli américain de l'Afghanistan. Quoi qu'il se passe après, c'est plus leur problème. Oui. L'orientation principale des États-Unis aujourd'hui, maintenant qu'ils ont l'autonomie avec du gaz schiste et du pétrole, donc maintenant ils s'orientent vers la Chine. Le vrai marché, c'est là-bas. Vous avez le quart de la population du monde qui est en Chine. Le marché, c'est là-bas, c'est plus ici. Ce qui fait que, évidemment, il va y avoir un vide. Et de là à croire que la France peut jouer un rôle, c'est en fonction d'une personnalité politique qui va mener ce temps. Oui, bien sûr, c'est évident. Non, la France toute seule ne peut rien faire. Sur la base, puisque les politiques veulent être réélus. Comment ils se faisaient réélire avant et maintenant? Qui les élit et qu'est-ce qui a changé? Visiblement, la France a choisi son camp. Oui. Ce n'est pas le camp des Palestiniens. Tout à fait. Comment et pourquoi cette base a changé? Alors que visiblement, ça plaiderait pour l'inverse. Et pourtant, on a l'impression que la France a choisi son camp. C'est Israël. Bon, oui, tout à fait. Mais pour revenir au changement, c'est un changement qui s'est produit sur les 20 dernières années, 20-25 dernières années. Moi, les souvenirs au début de la deuxième intifada, je disais à mes interlocuteurs palestiniens, surtout ne vous armez pas, vous allez rentrer dans un combat, vous allez être perdant. Parce que quoi que vous fassiez, vous n'aurez jamais le soutien qu'a Israël de la part des Américains. Et petit à petit, souvenez-vous, les premiers attentats suicides au McDonald's ou dans des boîtes de nuit ou des choses comme ça, ça prenait une dimension très très forte sur le plan médiatique, et petit à petit, palestinien est devenu synonyme de terroriste.
Ce qui fait que progressivement, ça a une influence sur la façon dont les Français, l'opinion publique française, l'opinion publique européenne, a commencé à regarder au problème. Le problème n'était plus, ils ne sont pas victimes d'une colonisation, quoi que vous pensiez, ils sont sous colonisation, mais ils ne sont pas perçus comme tels, ils sont perçus comme des gens qui sont capables de se faire sauter, de tuer des innocents, voilà. Donc automatiquement, c'est petit à petit. Et qu'est-ce que c'est un politique ? Le politique, c'est celui qui essaie de comprendre vers quoi va l'opinion publique, il va essayer de faire son beurre avec, et avec ça, il se fait réélire, sinon il ne l'a pas. Une petite question, parce que les autres... Je voudrais vous demander de réintroduire, parce qu'on parle du gouvernement la tête, et de réintroduire les échelons intermédiaires de gouvernement. Parce que, par exemple, à Nancy, actuellement, sur le drapeau, sur l'hôtel de ville, il y a le drapeau français et le drapeau palestinien. Je ne sais pas si vous savez que la municipalité de Séville, de la province de Séville a pris une résolution demandant boycott, enfin des sanctions contre Israël et la suspension de l'accord d'association, que la ville de Berlin a demandé des sanctions et embargo sur les armes. Donc, et on a vu la lettre des élus locaux PS, ce sont les élus locaux, et on voit que les interpellations se font beaucoup à l'échelon local. Dans toutes les grandes villes de France, il y a des collectifs, et dans certaines, comme à Clermont-Ferrand, Montpellier, Besançon, des forts... Donc il faut intégrer dans l'analyse. C'est ce que disait Christian, c'est ça la mobilisation. C'est petit à petit, par ces influences-là, et c'est ce que Gaël disait, c'est très bien de vendre de l'huile d'olive, mais ça ne suffit pas. Il faut absolument faire pression sur le gouvernement, parce que c'est ça ce qui va le mener à changer. C'est super important dans les changements qu'on avait. Cette pression-là, c'était très très important. Monsieur. Oui, ma question est la suivante. On a bien compris que la pression extérieure sur des gouvernements du monde sur Israël n'était pas une voie valide, puisque jusqu'à maintenant, les choses, vous les avez suffisamment expliquées. Alors, par ailleurs, la seule voie qui est pratique, c'est d'agir, la société civile agisse au niveau des mairies, de la députation et du gouvernement. Ok. Mais et les députés dans le Parlement européen. C'est très important aussi. Bon. Alors, qu'en est-il maintenant? Parce que cette guerre-là n'a pas été uniquement déclenchée par le rapprochement entre le Hamas et Fatah. Il y a d'autres choses. Il y a en Israël, il y a des forces politiques qui agissent dans le sens de cette guerre-là. Il y a la droite qui est très 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 forte au sein du gouvernement israélien. Alors, qu'en est-il de la société civile israélienne en action vis-à-vis de son gouvernement? Où est-ce qu'on en est à l'intérieur? Vous pouvez peut-être nous enseigner. Et en fait, il y a un très très petit mouvement mais avec aucune influence aujourd'hui. Ça veut dire qu'il avait quelques milliers de personnes dans la rue de Tel Aviv, mais c'est rien. Et en fait, aujourd'hui, la société israélienne est devenue mais beaucoup, malheureusement, à cause de ce soutien automatique de l'Europe. Parce que pour les Israéliens, c'est très très important d'être européenne, blanc et tout ça. Et au moment qu'ils pensent vraiment qu'ils c'est eux qui combattent pour l'Europe contre l'islam. Et c'est vrai qu'il y a une petite société civile. Malheureusement, il y a beaucoup de voix dans cette société civile qui demandent aujourd'hui « aidez-nous, boycottez-nous ». Ça veut dire, parce qu'on comprend que la seule manière d'avoir un changement, c'est une pression de l'extérieur. Moi, je ne crois pas. Ça veut dire il y a des rôles très importants de la société civile en Israël. Ça veut dire que c'est toujours important de résister un peu. C'est toujours important parce qu'on a toujours maintenant, il y a vraiment un problème quotidien et très grave parce qu'il y a des agressions quotidiennes contre des citoyens palestiniens en Israël. C'est pas que l'histoire célèbre en Jérusalem de Mohamed Abou Khder, mais il y a chaque jour, il y a des agressions comme ça. Aujourd'hui, on a dans une situation qui est un Palestinien et il faut rappeler que 20% des citoyens israéliens sont des Palestiniens. On compte pas des personnes en Jérusalem qui s'est complètement ouvert. Il y a beaucoup de Palestiniens et aujourd'hui, c'est devenu des Israéliens, la majorité des Israéliens, ils boycottent l'économie palestinienne en Israël.
Ça veut dire qu'ils n'ont pas de village, ils n'achètent pas. Il y a des personnes qui étaient virées de leur boulot parce qu'ils ont publié sur Facebook des photos de Gaza. C'est très grave. Et ici aussi, il y a un rôle important. Ça veut dire qu'il y a des personnes de la société civile israélienne qui travaillent contre ça. Et même au niveau des critiques des médias, il y a des personnes qui travaillent contre ça. Mais moi, je ne pense pas. Et après, c'est très important, ce genre de rapport. Ça veut dire, moi, je suis là pour vous raconter c'est quoi qui passe en Israël en tant qu'une Israélienne. Mais à la fin, pour créer... Moi, personnellement, je pense qu'on n'est plus là. Ça veut dire qu'on ne peut pas créer un vrai changement intérieur dans la société israélienne. La seule manière, c'est avoir une pression de l'extérieur. Vous faites un travail formidable, formidable par Internet. Je veux dire que j'ai beaucoup d'admiration pour votre action. Merci. Il y avait une question, madame. Oui, je voudrais suivre un peu ce que madame vient de nous informer à propos des actions prises dans différentes villes, mairies, etc. Je me demande, est-ce qu'il y a une coordination autour de ce qui s'est passé et pour vraiment agir vite parce que après ça va se refroidir et avoir une coordination avec vraiment les ONG clés en France pour mettre un agenda des pas à suivre. Voilà, cette association va faire ça dans cette région, dans ça. Quel genre d'action avec les députés, avec les mairies, etc. pour vraiment garder la question vivante. Je crois que madame peut vous apporter une réponse escalitée d'après ce qu'elle vient de me dire. Je représente une ONG à la plateforme française des ONG pour la Palestine. Donc vous avez la plateforme française des ONG pour la Palestine. Vous avez aussi un collectif national et il y a deux instances qui regroupent. Vous avez le mouvement BDS France également. Donc il y a effectivement... Il y a une manif samedi. Oui, c'est-à-dire... Non, excusez-moi. Je sais que ces organisations existent, c'est formidable depuis longtemps, etc. Il y a des manifs, etc. Mais non, avoir une réunion sérieuse et mettre un agenda d'action planification pour réagir à ce qui s'est passé. Et avoir c'est toujours ce que disait Madame Essel, c'est que vraiment c'est le résultat d'une mobilisation individuelle de la société civile. C'est ça qui commence à faire changer. Pourquoi ces différentes municipalités mettent un drapeau palestinien à côté du drapeau français? C'est parce que l'opinion publique, il y a un effort collectif qui va vers ce sens-là. Ça veut dire que ne croyez pas que le maire se réveille un matin et décide de mettre le drapeau palestinien. Donc ça correspond à une pression qu'il a perçue de sa base politique. Vous voyez, et à partir de ce moment-là, c'est ça le résultat. Mais c'est un fait qu'il faut, à partir de là, construire un narratif, essayer d'intégrer ça dans un plan. Mais ça, c'est à la société civile de le faire. Vous voyez. Non, mais il y a des personnes qui travaillent. Il faut travailler encore. Je ne sais pas c'est quoi que vous faites dans la vie et vous habitez où, etc. Mais il y a toujours ce boulot-là au niveau local, chaque personne peut écrire une lettre. Et il faut encourager les personnages publics qui sortent contre les crimes de guerre et contre les massacres. Et moi, je suis sûre que les changements dans la politique française, qui n'est pas suffisamment, très très loin d'être suffisamment, mais on avait un changement. Et les Israéliens ont arrêté pour le moment les massacres. C'est lié beaucoup de cette lettre des députés et PC. C'est lié beaucoup à la manif qui n'était pas... Les manifs étaient toujours stigmatisés par Hollande et par Valls comme des manifs de jeunes personnes débannies. Mais tout d'un coup, ils voyaient que les manifs étaient très très importants, très mélangés, qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de groupes différents dans la société française. Et ça changeait beaucoup. Et Moulier de vacances, on avait dizaines de milliers de personnes. Et ça change. C'est pas... On ne peut pas inventer. Chaque jour, chacun son tour. Soubry, tu diriges. Alors, je vais donner des infos sur en province.
À Lyon, 2 fois, il y a eu 6 000 personnes, une fois 10 000 personnes, une fois 6 000 personnes. À Lille, il y a eu, non c'est à Lyon, à Montpellier, il y a eu 3 000 personnes. À Marseille, il y a eu 5 000 personnes. Il y a des manifestations dans toute la France avec des milliers de personnes et ils travaillent en collectif, c'est-à-dire il y a CCFD, Secours catholique, les partis politiques, les syndicats, etc. Et ils ont des réunions de coordination. Donc il faut s'impliquer chacun dans son quartier, dans son endroit. Une question encore là. On va bientôt conclure. Avec tout mes respects pour tous les gens qui sont mobilisés pour la Palestine et pour Gaza en urgence. Et moi j'ai participé dans toutes les manifs et je connais le milieu, les solidarités, les collectifs. Mais maintenant on a besoin de travail urgent pour la Palestine, urgent pour Gaza, des réclamations et des revendications en urgent. Parce que tout le travail qu'il fait la société civile, c'est très bien, avec tous mes respects, mais ça c'est dans une situation pour aider la Palestine de négociation, ou améliorer la condition de négociation, ou améliorer les statuts des Palestiniens, mais maintenant il y a des massacres. Des massacres. On a besoin du comité des civils urgent. Urgent. Moi, je voudrais juste, par rapport à la question qui est revenue à plusieurs reprises, comment se fait-il que nos hommes politiques n'ont pas de vision, n'ont pas de pouvoir, n'ont pas je dirais, le courage politique de dire quelque chose. Le parallèle qui me vient, du moins la réflexion qui me vient à l'esprit, c'est 1963, l'accord de l'Élysée, le traité d'Élysée entre la France et l'Allemagne. C'est De Gaulle qui l'a imposé à l'opinion publique française. L'opinion publique française n'en voulait pas. Donc à un moment donné, quand vous avez une vision de ce que vous voulez faire vraiment dans votre vie, vous l'imposez parce que vous savez que c'est la bonne voie et la population va vous suivre derrière. Aujourd'hui, on n'a plus personne qui est capable. Pourquoi? Parce que chacun, dès qu'il est élu, il pense, il se dit, j'ai une année pour essayer de mettre en place une administration avec un simili de quelque chose de politique. La deuxième année, j'essaie de mettre en œuvre. Et puis après, je fais attention, je marche sur des œufs parce que sinon je prends la porte dans la figure. Et il y a des cas, je dirais, de non-réélection récents qui font que c'est un peu, avec le raccourcissement du mandat de la présidente, du mandat présidentiel, ça diminue un peu l'impact de ce que les individus veulent faire. Mais aujourd'hui, si on regarde la classe politique, on n'a plus les gens de cette trempe-là. Oui, mais enfin, là, il y a juste, là, encore une fois, c'est vraiment à vous que je m'adresse, il y a la question de Palestine dans des termes qui ne sont pas du tout nouveaux. Hein, je confirme ce que vous disiez, ça fait 60 ans que ça dure, pour nous qui sommes informés. Mais il s'agit ici maintenant d'informer les gens. Et on s'aperçoit que les circonstances font que Gaza s'est invité dans l'agenda politique français, que ça leur plaise ou non. Il y a donc des circonstances, un rapport de force, une fenêtre, comme disent les journalistes, d'opportunité qui s'est constituée, que ça plaise ou non. Et je ne vais pas leur mettre de nouveaux épithètes à notre classe dirigeante. C'est cette opportunité, on l'a saisie, on l'a saisie. Voilà, mais qu'est-ce qu'on peut faire, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire éventuellement, de votre point de vue, les uns et les autres, je vais vous inviter à conclure les uns et les autres, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour saisir cette opportunité exceptionnelle? Saisir la nouvelle génération. Justement, c'est par rapport à ce que vous disiez, par rapport aux hommes politiques. Et Madame a dit tout à l'heure que l'opinion publique des Israéliens était plutôt influencée par le soutien des autres pays. Mais vous ne pensez pas plutôt que c'est des groupes plutôt puissants qui contrôlent, qui influencent surtout les hommes politiques et qui en plus ça se retourne en fait, ça revient. Donc je pense que la base, c'est plutôt ces groupes, ces lobbies, ce qu'on dit un peu indirectement. Mais est-ce qu'on ne peut rien faire contre ces groupes justement? Oui, mais ces groupes existaient auparavant, mais vous aviez des hommes politiques qui s'y opposaient à ces pressions-là. C'est ça. Parce que on pouvait essayer d'influencer les gens avec des intérêts, avec ce que vous voudrez. Soutien à la prochaine campagne électorale, ce genre de choses, oui. Mais il y avait des gens qui vous disaient non, c'est pas moi, je ne mange pas de ce pain-là. Aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit dans la classe politique beaucoup de gens qui sachent résister à ça. Mais c'est l'évolution, je dirais presque, de toute Mais ces hommes politiques, c'est quand même nous qui les avons mis là. Bien sûr, bien sûr. Donc on a peut-être une possibilité de les changer. Par des mobilisations. Aussi. Donc, voilà. bon. Il y a une dame.
je pense qu'une des priorités qu'il faut attaquer, c'est la question de lever le blocus. Ceci va être discuté demain. Ok. Et ça doit être le slogan, parce que si vraiment ça ne bouge pas, on risque vraiment de quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grave. Alors, on est déjà dans quelque chose de très grave, madame. Non, beaucoup plus grave. Moi, hier, j'ai écouté Israël 24, et ils ont dit, voilà, pour 10 ans, on est tranquille, on ne sait pas. Il y en a qui veulent faire bien pire que ça, puisque vous avez lu peut-être les déclarations du président du Likoud international, qui expliquait qu'il fallait raser Gaza, qu'il ne fallait plus qu'il en sorte que des gémissements. Les Américains, je cite de mémoire, mais en gros c'est ça, les Américains ont rasé Dresde, et tuer tous ses habitants pour mettre un terme à la guerre, à juste titre, dit-il. Ils ont ensuite anéanti Hiroshima et Nagasaki pour mettre un terme à la guerre, à juste titre, dit-il, ajoute-t-il. Et il reprend l'exemple et dit, il nous faut raser Gaza de la même manière. Il ne faut plus que ça ne soit qu'un champ de ruines, d'où ne sortent que des gémissements, je cite à peu près de mémoire. Et on a revu, ça a été dans la presse, sur Internet, etc., on a vu qu'il y a eu quand même des gens, sur l'Israel Times, ou je ne sais plus quoi, qui ont été dire quand le génocide est autorisé, on a un durcissement, une crispation terrifiante qui a l'air d'être assez généralement comprise et approuvée dans toute une partie de l'opinion israélienne et presque relayée au-delà. Alors, donc, il y a évidemment des choses beaucoup plus terrifiantes, mais peut-être ce sera une conclusion, à moins qu'il y ait une autre question. Mais juste, je termine celle-là. C'est vrai que là, les urgences, et c'est un vieux problème, puisqu'on avait fait une rencontre ici avec Stéphane Hessel à l'époque, et Thomas, j'ai oublié son nom, à propos de la flottille de Gaza. Il s'agissait déjà à l'époque de rompre le blocus. Il faut rappeler tout le monde sait, je pense, maintenant ce que c'est que Gaza. Donc cette question du blocus, de l'oppression, de la manière dont Gaza est transformé en une espèce de vaste camp de concentration. On a dit une prison, mais un camp de concentration sur lequel s'exerce de plus en plus une volonté d'anéantissement. Est-ce qu'effectivement, il n'y a pas des choses au moins concrètes, en commençant par ce qui est faisable aujourd'hui, pour intervenir, pour obtenir cette levée de blocus ? Je dis, c'est la mobilisation de la société civile pour pour générer une nouvelle position politique un peu plus forte dans ce sens-là, oui. Une dernière. Et il y avait la dernière question. Une dernière question et on va. Oui, alors, moi je suis Leïla Marouane, je suis la personne qui devait être un petit peu avec vous là devant et c'est moi qui... Madame, s'il vous plaît. C'est moi qui ai annoncé Allez-y. la rencontre sur Radio Orient, donc c'est merci. la peine de me remercier, plaisir est pour moi. Non, la question est que, voilà, je parle en mon nom, et je poserai la question en mon nom propre. Donc moi, je milite, entre guillemets, contre, enfin, je m'insurge contre tout ce qui se passe aujourd'hui à Gaza et tout ça, et je compare donc ce qui se passe en Israël aujourd'hui, en Palestine, facilement et sans complexe à ce qui se passait en Afrique du Sud jusqu'en 1992. Aussi, je suis écrivain, je suis traduite en Israël, j'ai accepté d'être traduite il y a quelques années, donc après 2005, j'ai un livre qui circule en Israël, un roman, voilà, tout ça pour dire que j'ai toujours aspiré à cette paix entre les deux peuples. Aujourd'hui, je dis qu'en rasant ce que vous avez très bien dit, est-ce que vous, donc je vais dire ce que en question, est-ce que vous ne pensez pas qu'en essayant de raser Gaza comme il l'aspire ou comme il le dit, comme c'est ambitionné, est-ce que vous ne pensez pas qu'ils vont finir aussi par s'autodétruire en Israël? Parce que Israël ne finirait pas par s'autodétruire à la longue. Qui peut répondre à une question comme celle-là Hegel, peut-être? Non, parce que c'est une inquiétude pour moi. Oui. Mais bon. Sinon, les toutes dernières questions, hein. On va laisser la conclusion. Moi, j'ai été profondément choqué sur les non-réactions de la déclaration de Marine Le Pen.
C'est quand même un comble politique que le Front National puisse défendre Israël alors qu'on sait sur ses origines antisémites. Voilà. C'est même allé en Israël. Alors là, vraiment, Je n'ai pas jugé. C'est pas une question, c'est une indignation justifiée. Bon, c'était la dernière question. Est-ce que je peux faire une petite remarque? C'est pas une question, c'est une remarque. J'ai écouté avec gentillesse les réponses d'un diplomate qui a l'air d'avoir une grande expérience, sauf qu'une petite précision, s'il me permet, les contextes ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, nous sommes dans une mondialisation, il n'y a plus la guerre froide, il n'y a plus le maire de Berlin, c'est-à-dire les contextes ne sont pas les mêmes, et puis expliquer tout par un phénomène d'un homme qui a parlé de De Gaulle. Il y a l'exemple de la guerre d'Algérie, il y a d'autres exemples par la suite, mais je pense que ce n'est pas une histoire uniquement de mobilisation. La dame a utilisé un terme juste, elle parlait de militantisme qui n'existe plus. Ce n'est pas l'organisation civile, il y a eu toujours des mobilisations dans le monde, ce n'est pas nouveau. Il y a eu plein de gens que je ne retrouve pas ici d'ailleurs en parenthèse, qui ont manifesté instinctivement et spontanément, sans organisation civile, qui ont envie de se découdre de cette bête immonde. Le problème, on est tous désarmés parce qu'ils ont colonisé les esprits. Quand on parle de communauté internationale, il n'y a pas de communauté internationale, c'est du pipeau. Quand on parle du Conseil de sécurité, ils le gèrent. Donc le problème de fond qui se pose, que ce soit dans la presse, je lis Haaretz, moi personnellement, qui est un journal qui cède. Je vais vous dire une chose, et je vous le dis officiellement, il n'y aura aucune solution qui viendra d'Israël. La solution viendra d'une prise de conscience de tous les peuples, ils ont compris qu'il y a quelque chose qui se passe, et la Palestine est une solution pour eux, sauf que personne n'arrive à trouver. Et je voudrais une autre précision, c'est très important par rapport à la France. La dernière. Non, elle est liée à ça. L'histoire du Parti Socialiste, c'est l'exemple de la guerre d'Algérie. Ils n'ont jamais été au rendez-vous. Et le laboratoire du Parti Socialiste en France, c'est le laboratoire de l'Internationale Socialiste en Europe. Donc je ne me leurre pas et je n'attends rien de l'Europe. Bon. Il a été élu en 1956, voilà. il a fait la guerre d'Algérie. Il a Oui, été élu pour la paix et il a fait la guerre. On est entièrement d'accord avec tout ce que vous venez de dire, l'un et l'autre. Mais voilà, c'était bon de le rappeler. Maintenant, on va conclure. Alors, cette rencontre, comme Dominique l'avait annoncé, c'est surtout dans un ensemble des rencontres que nous allons organiser, intitulé un cursus sur la géopolitique. Beaucoup de questions ont été évoquées qui vont trouver leur explication dans un contexte plus grand que celui de la Palestine. Si vous regardez ce qui se passe autour de la Palestine, vous allez voir que c'est un champ de ruines. On a fait des guerres, on a rasé la Mésopotamie, on a détruit la Libye, on a rasé la Syrie. Oui, qui ont pris la décision de déclencher toutes ces guerres, aujourd'hui, ils sont dans l'incapacité de trouver une solution. Et ils préfèrent qu'on ne leur pose pas la question qu'est-ce qui se passe en Syrie. Et ils ont oublié tout. Alors, ils étaient, en partant à la guerre, ils mobilisaient tout le monde. Ça y est, Bachar al-Assad, on va le chasser. Ça y est, Kadhafi, on l'a viré. Maintenant, peut-être ils ont prié Dieu, peut-être Kadhafi reviendra pour leur trouver une solution en Libye. Ils n'ont pas de solution. Les ambassades, ils ont tous pris la fuite. Et les Gazaouis ou les Libyens, ils poursuivent les délégations diplomatiques dans ce pays. Ils ont créé un contexte international où on a instauré plusieurs califats. Il y a le califat de Bagdad, il y aura le califat de Tripoli demain. Ils ont émorcelé le monde. Il y aura de quantités de principautés. C'est leur incompétence politique, leur manque de conviction, leur manque de caractère politique. Ils sont devenus les fonctionnaires au service de leur carrière, de leur ambition. Ils n'ont pas le rôle de dirigeants pour diriger un monde aussi trouble. Nous espérons, lors de la prochaine rencontre, on parlera d'une autre partie du monde. Voilà. Merci. Merci à tous. Plus de 530 Palestiniens tués, dont 4 enfants qui ont été tués encore ce lundi. 530 Palestiniens tués, dont 100 enfants. Voilà la menace terroriste dont parle Israël. 100 enfants assassinés.
9/10 des victimes sont des civils palestiniens. Des familles entières décimées de nouveau. On a 17 membres, 10 membres, 4 membres de la même famille. Et donc, nous demandons la réciproque. Si Israël considère que les tunnels sont une menace pour sa sécurité, nous considérons que les F-16 israéliens, les chars israéliens, la marine israélienne, les armes israéliennes sont une menace contre notre sécurité qui a permis à Israël de commettre ces crimes de guerre. Peut-être qu'il faut un embargo sur les armes contre Israël. Peut-être qu'il faut démanteler les moyens militaires d'Israël, y compris sa bombe nucléaire, qui est une menace extrêmement présente. Votre interlocuteur israélien parle de la menace. Est-ce qu'il y a une menace plus grande que celle que nous sommes en train de vivre, avec 100 victimes hier, un massacre dans le quartier de Shajaïa? Et ils ont encore le culot et l'indécence de se montrer sur les plateaux pour parler et pour défendre l'indéfendable, l'indescriptible. C'est une honte de recevoir des criminels de guerre sur les plateaux. Aujourd'hui, les représentants du gouvernement israélien sont des criminels de guerre.